Bonjour à tous, nous sommes Claire et Marius, un couple de nomades digitaux. Nous voyageons toute l'année, tout en travaillant. Nous avons créé ce podcast pour vous aider à vous lancer dans cette voie et à trouver l'activité qui vous permettra d'accéder à cette liberté. Bienvenue à tous dans ce second épisode de notre podcast Devenir Digital Nomade. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est primordial quand on commence la vie de nomade. C'est quel statut choisir pour travailler. Alors déjà, une réflexion qu'on reçoit souvent, c'est que digital nomade, c'est un métier. Digital nomade, c'est pas un métier, c'est un mode de travail. C'est-à-dire qu'on peut être digital nomade RH, digital nomade développeur, c'est un terme, comptable. c'est un terme nouveau en fait. Oui. Et qui est, c'est vrai, pas très bien connu du grand public. Mais c'est vrai que ça catégorise entre guillemets un certain type de gens, mais voilà, c'est effectivement des gens qui télétravaillent beaucoup, principalement, et c'est vrai qu'il n'y a pas finalement de bons métiers, de bonnes ou de mauvaises situations. Enfin non, mais Oui, donc merci Marius. Digital nomade, c'est donc bien sûr ça vient de l'anglais, digital nomade. En français on dirait nomade digital ou nomade numérique, même si c'est pas hyper joli phonétiquement. C'est moins sexy quoi. Voilà, Ouais. Et tu parlais du télétravail, mais on peut être en télétravail et ne pas être nomade. C'est-à-dire que si on travaille de chez soi, on n'est pas vraiment on est en digital, mais on n'est pas nomade, Oui, c'est puisque ça c'est du télétravail. D'ailleurs, un truc important que j'ai remarqué, en tout cas par exemple quand je cherchais des offres, c'est que souvent il y avait marqué home office ou travail à la maison, mais par contre l'employeur n'acceptait pas qu'on soit nomade, alors qu'il y ait des raisons juridiques, parce qu'en termes d'assurance, voilà, les employeurs ne sont pas forcément assurés, ou tout simplement des personnes qui vont devoir travailler de chez elles, mais par exemple une fois par semaine, une fois par mois, aller démarcher des clients parce qu'ils sont responsables régionaux, etc. Ça contraint à rester forcément pas très loin de chez soi. Oui, mais je pense que ce que tu as dit à la fin, c'est ça le plus important, c'est qu'en fait, effectivement, des fois, tu as la notion de home office, mais tu as quand même des tâches qui sont obligatoires et qui restent dans ta région, dans les alentours de ton travail. Donc c'est vrai que souvent, le home office, de plus en plus, il est sur effectivement 1 jour, 2 jours par semaine. Alors bien sûr, là, avec la situation actuelle, c'est beaucoup plus, mais ça se fait de plus en plus, mais pas à 100%, c'est clair. Ouais, et donc les nomades digitaux, il faut que ce soit donc remote, c'est le terme anglais aussi pour dire travail à distance. Il faut que ce soit du remote à 100%, parce que comme disait Marius, aujourd'hui il y a énormément de travail partiel qui est marqué sur les offres. Mais quand moi j'ai été confrontée à ça, j'ai même passé 1-2 entretiens, et puis au final quand on abordait la question du télétravail, on me disait qu'en fait c'était possible 1 jour par semaine. Donc forcément pour partir à Bali c'est compliqué quoi. C'est compliqué, ouais. Ou alors tu fais juste l'aller-retour quoi. Ça coûte cher. Voilà, donc on va vous détailler un petit peu. Il y a 3 grands piliers pour être nomade, on va dire 3 grandes catégories. Il y a être freelance, être entrepreneur et être salarié. Donc ça c'est notre cas, c'est le dernier. On est tous les deux salariés dans une entreprise. Donc l'idée c'est que vous compreniez un peu aussi, vous, si jamais vous voulez être nomade, quelle est la catégorie qui vous correspond le plus. Oui, après, c'est vrai qu'on est salarié. On peut aussi parler des 2 autres catégories, puisqu'on les a aussi plus ou moins testées. Ouais. Et notamment la partie freelance par laquelle on va commencer, qui est finalement, je pense, aujourd'hui, celle qui est le plus répandue pour tous ceux qui travaillent à distance, enfin tous ceux qui sont digital nomades du coup, pour rester et pour utiliser le bon terme, parce que finalement c'est celui qui présente le plus d'avantages, je pense. Alors un freelance, tout le monde sait ce que c'est, mais c'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui travaille à son compte, pour le biais d'entreprises ou de clients du moins, et c'est vrai que les métiers de freelance aujourd'hui, le statut de freelance est utilisé pour énormément de métiers digitaux, donc c'est là qu'on peut faire la transition avec ce type de vie. En fait, donc un freelance, il va réaliser des missions pour des clients qu'il va devoir trouver. Donc les avantages, c'est quoi ? C'est tout simplement, si vous êtes un freelance et que vous faites du développement, du graphisme, des logos pour des entreprises, vous allez pouvoir avoir plein de clients selon votre capacité de travail. Donc ça veut dire par exemple un salaire conséquent. Vous allez aussi pouvoir choisir quand est-ce que vous acceptez des missions, pas des missions. Donc ça veut dire que s'il y a 2 semaines où vous voulez être un peu plus cool parce que vous partez aux Philippines où il n'y a pas une super connexion Wi-Fi, il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas forcément à prévenir les clients puisque vous n'acceptez juste plus de missions, des missions de court terme. Ouais, en fait, on gère son temps de travail
On est son propre patron. Voilà, c'est ça. On est son propre patron et c'est vrai qu'on a l'avantage vraiment de pouvoir faire comme on a envie, d'augmenter sa charge de travail quand c'est nécessaire, quand il n'y a pas forcément de choses qui nous obligent à avoir du temps à côté. Et puis à l'inverse, on peut se libérer du temps quand on a envie effectivement de profiter, ou alors tout simplement de prendre l'équivalent de vacances, parce que finalement, vu que tu n'as pas patron, c'est toi qui choisis tes vacances. Voilà. Du coup, juste pour détailler un petit peu les inconvénients, ça va être justement de ne pas forcément avoir de salaire fixe. Ça, c'est quelque chose, moi par exemple, au début, j'ai tenté un peu le freelance, et le CDI pour moi, qui voulait voyager très vite, c'était la solution, puisque vous allez avoir un salaire qui va être fixe, ça va être le même tous les mois, et surtout, il va débuter tout de suite, alors que les freelances, c'est possible d'avoir quelques coûts au début pour retrouver des clients, des coûts de communication, et puis surtout, on n'a pas un revenu, vous pouvez faire des mois à 10 000 euros, et puis des mois à 0 ou 200 euros, selon votre temps, selon le client qui est en face. Donc on va dire que c'est quelque chose de plus instable, mais en effet, ça peut être le jackpot si vous êtes déjà expert, vous avez votre base de clients, vous êtes très bon commercial notamment, par exemple. C'est peut-être la bonne manière de parler de l'inconvénient principal du freelance aujourd'hui, qui pour moi est la concurrence en fait. C'est-à-dire que sur certains types de métiers, je peux prendre mon exemple avec le community management, vous avez des dizaines et des dizaines de nouveaux candidats chaque jour à ce type de métier. Alors pas forcément pour voyager, hein, mais justement pour travailler à distance ou pour travailler à son compte. Et du coup, c'est vrai que la concurrence est rude, donc il faut savoir se démarquer. Donc effectivement, il existe des solutions, comme par exemple démarcher les entreprises avec lesquelles vous avez déjà travaillé en tant que salarié, ou avec lesquelles vous avez des contacts via vos proches. Enfin voilà, faire marcher son réseau pour commencer à avoir ses premiers clients et pour aussi pérenniser avec certains clients. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser, parce qu'aujourd'hui, on peut s'inscrire sur des plateformes. Je peux prendre l'exemple de Malte, puisque on est inscrit, Éclair et moi, sur cette plateforme. Finalement, Malte, c'est très bien, mais il y a énormément de concurrence, et c'est là qu'on le voit, en fait. Ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Donc voilà, il faut vraiment réfléchir à son offre et pas hésiter à rechercher soi-même des clients, à les démarcher au début, et puis c'est comme ça qu'on se crée finalement son portefeuille client et qu'on se crée ses missions, et finalement un revenu fixe, c'est jamais fixe, mais comme l'a dit Claire, ça peut être des revenus très intéressants si on gère bien son temps et son travail. Tout à fait. Et donc on peut passer au deuxième point, qui est d'être entrepreneur. Donc la frontière est assez mince, hein. La seule différence, c'est qu'on ne va pas travailler pour plusieurs entreprises en faisant des missions et en proposant des services qui sont définis un peu à l'avance, mais on va monter sa propre boîte. Alors ça peut être monter sa start-up, ça peut être blogueur, où on est entrepreneur, du coup on travaille vraiment pour sa marque à soi, influenceur, blogueur. Ouais, après c'est vrai que c'est finalement, on peut être entrepreneur et freelance. Enfin, l'un peut aller avec l'autre, mais c'est vrai que l'entrepreneur, il y a plus cette notion de créer son entreprise la plupart du temps pour défendre son produit ou vendre son produit ou vendre sa formation. Ça peut être avoir une plateforme où on vend des e-books, où on fait du e-commerce. Du e-commerce, exactement. Ça reste bien évidemment un business qui doit être digital, mais on va avoir sa propre marque et on va être le patron de l'entreprise, quoi. C'est clair. Et ensuite, effectivement, on peut aborder le troisième sujet, puisque là, on va bien savoir en parler, c'est le sujet, le statut de salarié. Finalement, donc c'est la voie qu'on a choisie tous les deux. Pour la simplicité, effectivement, sur le côté salaire, mission et du coup confort, on va dire. Alors bien sûr, les deux premiers mots que j'ai cités, qui sont le salaire et les missions, peuvent aussi être des inconvénients, parce que des fois, finalement, le but c'est d'avoir un salaire, mais on ne fait pas forcément des missions qui nous tiennent forcément à cœur, comme ça peut être le cas quand on est freelance ou entrepreneur, où là on va plus choisir les clients qui nous intéressent. Voilà, donc c'est vrai que c'est un équilibre à trouver, mais le statut de salarié est intéressant pour ça, parce qu'on peut du coup se permettre de partir l'esprit tranquille, entre guillemets. Je pense qu'il y a aussi, vous allez peut-être être amené à faire différentes choses selon votre expérience et votre maturité professionnelle. Par exemple, le salariat, c'est une bonne chose si vous commencez, vous n'avez peut-être pas encore forcément d'expertise, vous avez encore un patron qui va vous donner des missions précises à faire tous les jours. C'est vrai qu'on reviendra dans un prochain
podcast, mais comment s'organiser quand on est nomade, savoir par où commencer quand on se lève le matin, etc. C'est pas toujours évident au début parce qu'il y a personne autour de nous pour voir qu'on travaille, etc., pour nous donner des directives. Il faut beaucoup d'autonomie. Donc le salariat, il y a quand même souvent, on a un job description, et ça c'est un des avantages, que ça soit un peu plus cadré peut-être que le freelance. Ouais, tu sais plus où tu vas, c'est clair. Voilà, il y a ce fameux salaire aussi qui tombe dès le premier mois, qui est fixe. Par contre, en termes d'inconvénients, tu en parlais, donc le fait que le contenu d'émission, et puis pareil, si vous voulez par exemple poser des vacances, que vous allez dans un pays où il n'y a pas trop de wifi, où vous avez des longs transports, etc. Là, c'est un job classique, c'est-à-dire qu'il va falloir poser des congés. Bon, honnêtement, c'est pas très contraignant si ensuite vous vous retrouvez pendant 2 mois à Bali pour travailler, mais voilà, on est beaucoup plus dans un schéma classique en termes de RH que dans les autres catégories d'emploi. C'est vrai que les vacances, c'est un terme qu'on abordera, mais qui est assez révélateur en fait de la vie digital nomade. En tout cas, nous on le ressent comme ça, chacun de notre côté. Mais c'est qu'en fait, les vacances, finalement, tu t'oublies presque d'en prendre quand tu as ce mode de vie. Moi, il faut que j'en pose. Là, je ne sais pas combien de jours je dois poser. En fait, on n'a pas besoin de poser de vacances. On veut vraiment pas c'est vraiment pas utopique. Hein. Non, c'est la réalité. On oublie d'en poser puisqu'on se réveille dans un cadre qui nous plaît. Tous les week-ends, on peut visiter. Et du coup, ça, c'est quelque chose aussi. On y reviendra sur l'équilibre vie perso, vie pro. Il faut justement pas se laisser déborder. Et je pense que le freelance, c'est aussi un des petits désavantages. Même je pense que c'est une catégorie qui pourra correspondre au plus de personnes, mais c'est aussi là où il y a peut-être tendance parfois à vouloir accepter trop de missions et à trop travailler parce que justement on est à distance, qu'on a son ordinateur partout et qu'on peut toujours faire plus. Ouais, puis tu as aussi cette notion que tu n'as pas forcément envie de refuser un client quand tu sais que ça peut rapporter et de la visibilité et de l'argent, alors que ce sera peut-être pas le cas le mois suivant. Donc c'est vrai que c'est intéressant de se poser ces questions. Donc c'est les 3 points qu'on voulait aborder sur ce podcast principalement. Alors aussi il y a quelque chose qui est important de préciser, c'est vrai, c'est un petit détail, mais le terme digital nomade ne veut pas dire expatrié. C'est 2 choses bien différentes. Oui, voilà. Alors, expatrié, moi d'ailleurs, j'étais expatriée pendant 3 ans. Mon premier job, c'était au Brésil, à São Paulo, et je voulais absolument voyager. Et à l'époque, je connaissais pas trop ce terme, donc ça m'était pas du tout venu à l'esprit. Et en fait, être expatrié, tout simplement, c'est intégrer une entreprise. En l'occurrence, je travaillais pour le groupe Casino, donc les hypermarchés français. Je faisais du marketing et j'ai décroché un contrat d'expatriation à São Paulo. Donc c'est vrai que c'était le Graal. J'ai intégré cette entreprise, donc je vivais là-bas, j'allais dans des bureaux là-bas. Par exemple, je n'aurais eu aucune possibilité de travailler à distance. Donc être expatrié, c'est vraiment vivre en dehors de France, à l'étranger, mais on ne va pas pouvoir bouger sauf en dehors de ses vacances. Nomade digital, c'est plutôt avoir la liberté de bouger. On n'a pas vraiment, d'ailleurs, c'est une question de logement fixe. Il y en a qui restent pendant un an à Bali, c'est leur choix, mais il n'y a aucune obligation par rapport à son entreprise. Il y a des entreprises qui demandent exactement quelle adresse on a, dans quel pays à chaque fois qu'on change. Ouais. Mais nous, par exemple, on prévient nos patrons à titre informatif, mais on n'a pas d'obligation de rester quelque part. Donc voilà, écoutez, on va vous laisser sur ce 2e épisode. On est content d'avoir pu aborder ces sujets-là. N'hésitez pas à nous faire vos retours via nos réseaux sociaux respectifs ou sur notre blog, pour savoir si le particulier et que vous voulez avoir une réponse, il n'y a pas de souci. Alors après, on n'a pas toutes les réponses, mais je pense qu'on s'est posé pas mal de questions en 2 ans, donc c'est pour ça qu'on essaye d'y répondre un maximum. Alors on vous dit à bientôt et puis Bisous du Mexique. Bisous du Mexique, ouais. À plus. À très vite.